vous laisse ma place. Gilles Réguillon, vous êtes président de Chamatex, on parlait de vous tout à l'heure. Stéphanie Lakis, directrice de Factory Automation Siemens. Luc Larderet, vous êtes CEO de Ride Component. Et Aurélie Varin, directrice opérationnelle de chez Millet. Rapidement, on présente chacun sa fonction. Gilles, Chamatex, rapidement. Ça marche? Ça fonctionne? Réessayez. Bonjour tout le monde, ouais, c'est mieux. Oui, écoutez, Gilles Réguillon, je suis le président de Chamatex Group. C'est un petit groupe industriel qui est intégré dans la filière textile. On a des usines qui fabriquent des textiles et on a des usines qui fabriquent des produits finis. Produits finis, c'est des chaussures, notamment pour un client qui s'appelle Millet. C'est aussi de la bagagerie pour des clients de renom de l'industrie du luxe. Et c'est aussi des vêtements techniques. Donc voilà, c'est un petit groupe de 350 personnes. Et pour donner un ordre d'idée, on est à 55 millions d'euros de chiffre d'affaires en agrégé. Voilà. Stéphanie Lakis, l'automation chez Siemens. Oui, alors moi je dirige les industries manufacturières et donc j'aide aujourd'hui les industriels à automatiser, à digitaliser leur production. Et Siemens, eh bien, on est dans les infrastructures intelligente, on est dans l'industrie et on aide aussi à la mobilité. Voilà. Luc, Ride Component. Ride Component, c'est une scale-up industrielle qui conçoit, fabrique et livre les fabricants de vélos sur les composants mécaniques. C'est une société qui est implantée en région lyonnaise et qui lance son site industriel cette année. Et last but not least, Aurélie Varin. Et moi, je dirige les opérations, donc tout ce qui est production, supply chain, pour les marques Millet et La Fuma, qui sont des marques de sport, vêtements, chaussures, sacs à dos. Alors, c'est une année olympique. On vient de recevoir justement, on a beaucoup parlé de sport dans l'industrie, mais on en a parlé du côté performance. On va aller décrocher les médailles en ayant du meilleur matériel, en faisant travailler un peu toujours plus étroitement pour innover les sportifs et les industries. Quel est l'intérêt de relocaliser quand on va pour aller chercher les médailles? Gilles? L'intérêt de le relocaliser. Je vais parler de mon point de vue. C'est le circuit court. Je vais parler de mon point de vue et puis après je laisserai parler les marques. Je veux du concret, des exemples. Du concret, moi je sais faire que du concret de toute façon, donc ça va être vite fait. Relocaliser, pour moi, c'est créer des emplois en France, pour nous et pour nos enfants demain. Basta. Gilles, président. C'est parfait. C'est ce qu'on veut entendre. Mais c'est facile de relocaliser parce qu'on dit qu'il y a en région. Parce que ma première phrase, elle est vraiment simple. Mais en fait, tout ce qu'il y a derrière, c'est l'enfer. Qu'est-ce qui manque? Ben oui, parce que quand on a des projets de relocalisation, c'est beau, c'est des belles histoires. On est invité sur les plateaux. Mais derrière, il y a tous ceux qui ne sont pas sur le plateau, qui bossent dur. Donc, il faut convaincre des clients. On arrive à les convaincre. Il faut être accompagné de super bons dans l'industrie. On est accompagné par des super bons, Siemens, Bosch et d'autres. Et il faut travailler comme des fous pour y arriver. Et quand on y arrive, on n'arrive toujours pas à gagner de l'argent parce qu'on est en France. Ça coûte cher. Donc ça veut dire qu'il faut redoubler d'intelligence, redoubler d'énergie pour finalement y arriver. Voilà. Donc c'est pas aussi simple que ça. Ça vaut le coup? Peut-être Stéphanie? Alors moi, pour continuer sur ce que tu dis, Gilles, je te rejoins tout à fait sur la relocalisation et la création d'emplois. Alors bien entendu que ça vaut le coup parce que finalement la France avait perdu beaucoup d'usines. Allez, en 2009, on fermait des usines beaucoup plus qu'on en créait. Aujourd'hui, depuis 2019, on a créé 80 000 emplois. Donc ça, c'est un chiffre hyper important à retenir. Deuxièmement, on travaille avec un mix énergétique. On est un pays qui a aujourd'hui un mix énergétique décarboné. 17 fois moins d'émissions CO2 qu'en Inde. Ça, c'est important. On est aussi un pays
qui pense à sa chaîne de production, sa chaîne d'approvisionnement. Donc on y est très sensibilisé. Je pense que c'est un impact très positif de pouvoir relocaliser local for local. Et troisièmement, on s'adapte aussi aux besoins des consommateurs. Donc quand on relocalise, on est capable aussi de proposer des solutions beaucoup plus flexibles, beaucoup plus personnalisables. Et voilà, c'est un autre... Donc ça vaut le coup, peut-être pour vous aussi, Luc? Nous, quand on a créé Ride, on a la conviction qu'il faut relocaliser pour retrouver, on va dire, un mode de consommation, un mode de production qui est soutenable. On a aussi l'ambition, et Gilles a montré la voie, de démontrer que c'est possible, parce que ce que Gilles a exprimé, c'est qu'il y a beaucoup plus de freins et donc il faut beaucoup plus d'énergie que l'on croit pour y arriver. Ça, c'est un autre élément. Après, quand on fait des composants de vélo et qu'on pousse vers une mobilité durable dans les villes, c'est important que les vélos qu'on mette pour faire cette mobilité durable, ils n'aient pas 80% des composants qui viennent d'Asie. Et donc, il faut retrouver de la souveraineté et avoir un modèle de production qui est le plus décarboné possible pour ce type de mobilité. Donc, c'est une évidence à la fin. Vous dites qu'il faut retrouver cette souveraineté, on ne l'a pas? On l'a perdu sur certaines briques. Ride est un bon exemple, c'est la brique manquante de la filière vélo européenne. On sait concevoir des vélos, on sait les assembler, mais on n'a pas forcément les composants en local. Et donc, c'est important de retrouver des fabricants de composants et des équipementiers. Comme dans l'automobile source 90% de ses pièces en Europe et le vélo source 80% de ses pièces en Asie. Donc c'est important de retrouver et de la compétitivité et une souveraineté. Et pour ça, il faut monter des projets industriels à l'échelle. Il y a la capacité en France de fabriquer ces pièces? On a les savoir-faire, on a le background industriel, on a une partie du know-how. Il faut remettre en place la chaîne de valeur et aller très rapidement à l'échelle pour être compétitif sur le marché d'une part, et d'autre part pour pouvoir investir correctement dans les bons outils. C'est ça, Aurélie, c'est cette chaîne de valeur, ces circuits courts. Pourquoi il faut relocaliser pour vous? Déjà pour produire au plus juste de ce qu'on vend. En fait, aujourd'hui, on met, je ne sais pas si vous savez, mais on met à peu près 90 jours pour acheminer juste du Vietnam jusqu'en France les produits qui sont produits en Asie, juste par les voies de bateau. Produire au plus juste pour éviter les surproductions, pour éviter tous les déchets. Donc ça rejoint aussi ce qu'a dit tout à l'heure Stéphanie sur la durabilité, enfin la responsabilité par rapport à ça. Et je rejoins tout à fait Luc, la plus grosse complexité aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir s'approvisionner et de créer un écosystème autour de cette usine. Il faut bien approvisionner en composants et c'est ça qui est le plus dur aujourd'hui, puisqu'il y a 20 ans, le sport, mais la fast fashion, tout est parti. Ça veut dire les matières, ça veut dire tous les composants qu'on trouve aujourd'hui dans un produit qui sont beaucoup plus difficiles. Donc c'est cet écosystème qui est très difficile à recréer. Et Gilles, avec Chamatex et le Matrix et la matière, nous a permis de le faire. Et aujourd'hui, rendez-vous compte que nos produits qui sont réalisés avec le Matrix au Vietnam, c'est à partir de la matière française qui est envoyée au Vietnam. Donc vraiment, c'est beaucoup plus logique d'être en local to local et pour toucher nos consommateurs et puis pour pouvoir produire et vendre à l'endroit où on produit. Et du coup, j'essaie de comprendre. Jusqu'à présent, c'était très loin, c'est 90 jours, mais c'est aussi, j'imagine, une économie de coût, non? Est-ce que c'est plus cher de produire en France? Produire au plus juste, c'est d'économie de coût et de cash par rapport au stock. Donc ça, c'est indéniable. Gilles? J'ai mon client en face, donc... Il faut savoir, c'est que... Bon, là, c'est une chaussure Salomon qui est fabriquée dans notre usine, mais sur le stand BPI, on a une chaussure Millet. Salomon et Millet, et demain Babola, qui va arriver derrière, vendent les chaussures à peu près au même prix que si elles étaient faites en Asie. Et l'ensemble de la chaîne, en fait, on fait harakiri sur la marge. Parce que notre prix de production, même en étant super automatisé, on est plus 15% par rapport, 15-20% par rapport à une chaussure qui vient d'Asie, comprenant les transports. Donc si les marques devaient appliquer leurs règles de marge à elles, plus le distributeur qui va vendre derrière, l'Intersport ou un autre, la chaussure serait beaucoup trop chère. Donc en fait, c'est ensemble, on a décidé de remettre en place cette filière. Et c'est pas pour rien qu'au démarrage du projet, j'ai demandé aux 3 marques que j'ai citées de rentrer au capital de la société ASF 4.0 pour
décider ensemble de cette ambition et avancer ensemble. Parce que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais simplement été un équipementier, un fabricant de rang 1, et les clients auraient pu dire à un moment donné, bah, c'est trop cher, on n'y croit pas. Mais non, c'est tout s'inscrit dans essayons ensemble de réindustrialiser ce pays, et on fait tous des sacrifices. Voilà. Alors nous, on fait énormément de sacrifices parce qu'on fait tourner l'usine, mais les marques font aussi beaucoup de sacrifices parce qu'ils ont moins de marge sur les produits made in France, mais on se rend compte que petit à petit, ça fonctionne. Le consommateur a envie d'avoir des produits qui ne viennent pas forcément du sud-est asiatique. Ben, c'est ça que j'allais vous poser comme question. Ça prend quand même vos sacrifices, votre volonté collective. Romain Millet, qui est le patron de Millet, qui est le patron d'Aurélie, a dit une phrase l'autre jour en comité stratégique d'ASF que je suis obligé de reprendre tellement m'a fait plaisir. La chaussure est très très belle. Elle se vend bien. Et il a dit, c'est fou. C'est pas le design qui fait vendre la chaussure, c'est pas la marque Millet, c'est que cette chaussure a été faite chez ASF avec cette usine. C'est quand même beau. Alors moi, j'en ai encore les frissons de le dire. Je peux qu'inviter les consommateurs à en acheter plus. Oui, parce que les consommateurs changent et c'est aussi pour ça que vous êtes dans cette opération, Aurélie. Non? Oui, tout à fait. La mentalité. Les mentalités, nous, on nous demande beaucoup aussi de proximité. On nous pose beaucoup de questions sur le made in de nos produits. Donc, et puis la façon dont c'est fait, les composants qu'on utilise et même jusqu'à la traçabilité de l'usine dans laquelle elle est produite et les employés, comment ils sont traités. Et, oui, beaucoup. Surtout les générations 25, 35 font beaucoup attention à ça, en effet. Le consommateur engagé. Pardon, Gilles? Je voulais redire un petit truc. C'est cette semaine, ou la semaine passée, je ne me rappelle plus, on a les de toute façon toutes les semaines, on avait une équipe de Salomon, une équipe commerce, filiale américaine. Qui sont venus vous voir. Qui sont venus nous voir. Enfin, ils sont venus voir Salomon, le siège de Salomon, et ils ont fait une requête aux dirigeants de Salomon. On veut visiter ASF. Oh. Toute l'équipe américaine. Alors que globalement, ils doivent s'en foutre un petit peu parce que c'est local pour local, c'est pour le marché européen. Mais ils voulaient voir cette usine. Ils ont visité l'usine, ils l'ont trouvée super. Il y avait des produits Millet qui tournaient aussi. Et ils reviennent en salle de réunion et ils nous disent on ne verra plus jamais des chaussures de sport de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on les a vus fabriquer avec des mimines. Vous savez, ce qu'on appelle les mains. Hein, les robots, les mains. Oui, les ils mains ont vu fabriquer des chaussures. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chaussures de sport, elles sont toutes faites en Asie. On ne les voit pas fabriquer. Par des petits on les voit arriver. Et là, ils les ont vus fabriquer. Voilà. Et c'était intéressant. C'est une petite anecdote, mais je suis obligé. Mais non, mais c'est mon ADN. Vous avez compris pourquoi je me lève le matin? C'est pour créer des emplois, nourrir des familles. Ça commence à payer, ça prend, c'est aussi un changement des mentalités. Alors évidemment, pour vous, c'est difficile parce que vous êtes aux prémices, j'ai envie de dire, d'une France qui s'était largement désindustrialisée et qui est en train de faire sa propre révolution. Regardez, on est ici, on en parle. Toute la semaine, vous avez vu beaucoup de monde ici. Donc c'est quelque part, ça paye quelque part. Oui. Voilà. Stéphanie? Je t'ai coupé la parole. Stéphanie, Luc, un commentaire? Moi, j'ai envie de dire que c'est possible. On a la chance d'avoir des industriels qui ont pris des risques. Et moi, je les remercie de prendre ces risques-là. Parce que c'est eux qui nous poussent aussi à vouloir développer des technologies pour pouvoir les accompagner dans ces rêves et ces paris très fous. Comme les petites mains automatiques. Exactement, comme les petites mains automatiques dont tu parles. Donc aujourd'hui, il y a quand même différents leviers qui nous rendent, qui nous donnent accès à de la réindustrialisation. Très simple, on est capable aujourd'hui d'automatiser, de robotiser des sites. Alors, on ne le fait pas pour remplacer les personnes, on ne le fait pas pour remplacer les femmes et les hommes sur les usines, on les fait pour les décharger de leurs tâches laborieuses. Quand Gilles parle des petites mains, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on est capable d'utiliser la technologie au service de l'humain. Et donc, on est capable de le faire de manière beaucoup plus précise et de manière compétitive quand on sait utiliser les bonnes technologies. Ça, c'est quand même le cœur de l'industrie 4.0 finalement.
c'est automatiser, robotiser, digitaliser et puis continuer. Avec cet esprit aussi très sportif. L'ADN qu'on retrouve dans le sport, les valeurs du sport, on les retrouve chez les industriels. Le dépassement de soi, le progrès, la recherche toujours de l'excellence et la performance. Et le collectif. Luc. Dans la logique de réindustrialisation, la compétitivité est un enjeu et ça a été très bien expliqué. On a un coût de production qui est légèrement supérieur à celui de l'Asie et donc ça suppose qu'on fasse des efforts relativement importants. Le consommateur, il est sensible au Made in France, mais il retrouve aussi avec le Made in France un niveau de qualité, un niveau de traçabilité, un niveau de soutenabilité. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui participent à la production, ils sont correctement traités, correctement payés, etc., qui est totalement différent. Et ce qu'il va y avoir dans le produit, c'est aussi tout ça. Et nous, on a pris des engagements très forts en termes RSE, et on est allé jusqu'au bout, et on a décidé d'être labellisé B Corp, et c'est en cours. C'est-à-dire qu'on veut réindustrialiser, mais dans une logique durable, avec des engagements environnementaux et sociétaux très forts pour une industrie mécanique, finalement. Oui, vous voulez commenter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose. Pour nous, on a 2 usines. Une usine en Hongrie, une usine en Tunisie, qui date depuis plus de 30 ans. On a toujours gardé ces outils industriels pour pouvoir rester vraiment proche de nos consommateurs, puisqu'on vend beaucoup en Europe, surtout, majoritairement. Mais je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais, Stéphanie, qui est très vrai. C'est qu'on développe des produits aussi en fonction de l'outil qu'on a en face. Et donc, on innove. Donc ASF innove beaucoup et nous propose des solutions. Mais nous, on est aussi obligé de s'adapter et du coup, trouver la chaussure qu'on utilise. Enfin, moi, je ne parle pas de relocalisation. Je ne relocalise pas ma chaussure. Je ne la produis pas en Asie, la même. Je propose au consommateur totalement quelque chose de différent puisqu'il est adapté et on doit réfléchir beaucoup pour pouvoir l'automatiser. Donc oui, beaucoup d'investissements, mais aussi beaucoup d'innovation. Et ça nous pousse aussi dans nos retranchements à pouvoir encore plus innover et proposer aux consommateurs quelque chose de beaucoup plus innovant que ce qu'on trouve aujourd'hui actuellement dans le bassin asiatique. Gilles? Oui, je voulais rebondir sur l'automatisation et les emplois. Quand on a posé la première pierre de notre usine ASF, tu te rappelles, je me suis fait interpeller par une journaliste qui m'a dit « Mais vous allez faire une usine automatique, ça ne va pas créer d'emploi. » Ça m'avait chauffé, hein, évidemment, parce que quand on a des projets comme ça, aussi fous, que de réindustrialiser la fabrication de chaussures de sport, qui nécessite de construire un bâtiment, d'embaucher les gens autour, les maçons, les terrassiers et compagnie et tout ça, et après d'embaucher du personnel. Et comme on a beaucoup investi dans l'automatisation, parce qu'autrement on ne pourrait pas vendre le produit, il serait beaucoup trop cher. Donc on est beaucoup automatisé et il reste encore des opérations manuelles. C'est vraiment le mix entre de l'automatisation et un savoir-faire. Et on tourne sur 3 équipes pour pouvoir rentabiliser les investissements. Sur 3 équipes, on est à peu près une vingtaine. En Asie, pour faire la même chose, ce serait plutôt 100 personnes, voire plus. Là, il y a 20 personnes. Fois 3 équipes, ça fait 60, plus l'encadrement, on est pratiquement à 100 personnes. Donc j'aimerais presque la revoir, cette journaliste. Une ligne, une usine pilote, pratiquement 100 personnes. Et notre ambition, c'est d'en faire d'autres usines en France et en Europe et de multiplier par 5 le nombre de lignes. Donc, sans automatisation, on ne peut pas ramener des productions en Europe pour être compétitif. Mais au même moment qu'on fait ça, on crée des emplois manuels et on crée des emplois de techniciens, d'ingénieurs. Tout ça, c'est un cercle vertueux. Voilà. Mais on a l'impression quand même que c'est une spécificité quand même française, cet engagement, ce collectif. Tout à l'heure, à votre place, il y avait Jeanne Lemoine avec Julien Noronha des Pays France pour ce réseau de French Fab qui disait que c'était mieux qu'un engagement politique parce que c'était vous qui faisait le concret de cette France, de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses valeurs. C'est ça l'excellence française, parce que ce n'est pas seulement une paire de chaussures, derrière c'est tout un écosystème, c'est ça? Aurélie? Belle question, vas-y. Maintenant, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de recréer un écosystème. Je ne fais qu'ajouter ce que vous dites, je suis totalement en phase avec ça.
Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur cherche aussi le Made in France. On y est beaucoup plus sensible. Comme on est capable de le faire, on sait le démontrer, on a tous les outils, je ne vous ai pas parlé des outils, mais on a des outils de simulation, on a de l'innovation, l'excellence, on l'a dès le départ. Avant même de penser son usine, on est capable de la représenter de manière digitale. Avant même de savoir quelles sont les machines qu'on va apporter sur le terrain, quel processus de fabrication on va mettre en place, on est capable de le simuler, de simuler le comportement d'une machine avant même de l'avoir posée. C'est très, très innovant. Et c'est aussi ce Made in France, ce savoir technologique, ce savoir-faire sur les territoires, ce savoir-faire dans l'industrie, ce savoir-faire dans la fabrication, qui aussi, je pense, va transformer le comportement aujourd'hui des consommateurs. Si on est compétitif, comme Luc le disait, si on est compétitif, je pense qu'avec ce Made in France, on va pouvoir gagner et vendre encore plus, comme le souhaite Gilles. Vous dites si on est compétitif, mais c'est un frein, cette compétitivité recherchée? Luc? Aujourd'hui, la compétitivité, il faut construire un modèle qui puisse être compétitif ou relativement compétitif. On parlait de quelques dizaines de pourcents tout à l'heure. Après, pour que le consommateur s'engage durablement dans une consommation Made in France, il faut lui amener une qualité de produit, une durabilité, une qualité de production qui fait qu'il va adhérer à ce type de thèse et à ce type de consommation. Mais je pense que c'est le cas aussi pour Chamatex. Nous, quand on a construit le modèle de ride, on a d'abord réfléchi à comment on le rendait compétitif intrinsèquement par la taille. C'est-à-dire, il faut avoir une certaine taille cible pour pouvoir l'être, et par le système, on va dire, d'information au sens large, c'est-à-dire aussi bien l'ERP que le système d'information sur lequel on travaille avec Siemens dans la durée. C'est de se dire comment on le conçoit pour qu'il soit compétitif, comment on le fera évoluer pour qu'il reste compétitif et que cette compétitivité s'améliore, qui nous permette de l'agilité par rapport au marché de nos clients notamment. Et enfin, comment on peut le rendre déployable. Parce que pour créer, on va dire, des pépites qui tirent, qui tirent les wagons du train de la réindustrialisation, il faut avoir des sociétés qui soient capables de grandir, qui soient capables de se déployer en Europe, de se déployer en Amérique du Nord. Et donc, nous, notre enjeu, c'était de se dire comment on le construit de manière compétitive, comment on le fera évoluer pour qu'il le soit encore plus et qu'il soit agile, et surtout comment on peut avoir un corps qui soit le plus déployable possible pour pouvoir déployer en fait un système industriel global. Vous êtes déjà présent dans d'autres pays européens? Non, on a une cible de plus en retard chez Chamatex, on a une phase beaucoup plus amont, de se dire un déploiement européen à 4-5 ans en Europe centrale et sans doute un déploiement en Amérique du Nord en fonction de l'évolution du marché local en Amérique du Nord. On ne peut pas reproduire avec l'Europe ce que l'Asie a fait avec nous. Si on veut pouvoir avoir une consommation locale tout locale, il faut avoir des antennes de production là où sont les marchés. C'est ça ce que vous pensez aussi, d'être chez Millet ou chez Malex? Oui, nous, on a une stratégie de local to local. La preuve en est, c'est donc le tissu matrix, donc c'est la partie supérieure de la chaussure. Levez la jambe. La partie supérieure de la chaussure, elle est fabriquée aujourd'hui dans notre usine en France. Et notre volonté, ça a été de fabriquer une usine de chaussures, et on est vraiment en circuit court, on est à 50 mètres. Mais parallèlement, comme l'a dit tout à l'heure Aurélie, on a aussi un gros business avec ce tissu qu'on expédie en Asie du Sud-Est, parce que toutes les usines sont plus ou moins là-bas, à part la nôtre, de chaussures de sport. Donc on a pris une décision stratégique de construire une usine pour fabriquer le Matrix au Vietnam, pour fabriquer le tissu Vietnam et livrer les usines au Vietnam, et nos usines en France fabriquent le tissu pour notre usine ASF. Ça veut dire que on veut être capable de livrer nos clients dans des zones géographiques. Et on a un projet peut-être un peu lointain, et peut-être un petit peu avec trop d'ambition, mais en tout cas, c'est mon driver, je souhaite le faire, c'est d'aller aux États-Unis, d'avoir une usine qui fabriquera des chaussures aux États-Unis, et il faudra une usine qui fabrique le textile aux États-Unis. Et là, je pense qu'on sera vraiment très très bien armé, parce qu'on aura une usine qui fabrique du textile en Asie pour livrer les usines massives en Asie. On aura en Europe notre usine de textile et nos usines
de fabrication de chaussures, et on aura la même chose aux États-Unis. Donc finalement, et puis les clients américains qui sont déjà charmés par vos usines, donc la boucle peut être bouclée. Il faut prendre des risques, sinon. Vous savez, les clients américains sont venus nous visiter dans notre petite Ardèche déjà, et non des moindres, parce que notre business model, il fait envie. Après, nous, on a des convictions, mais on pense que c'est un business model qui est pérenne. Mais d'abord, on livre nos clients. Donc, clients, c'est Salomon, Millet, Babolat. Donc, les Américains, ils attendront. Voilà. Après, vous pouvez développer. À l'étranger, un mot de la fin pour chacun, parce que quand même, on est ici à Global Industries. Vous vous adressez aussi à d'autres professionnels. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur cette relocalisation, sur ce besoin, peut-être même presque plus politique, parce que j'imagine qu'il faut tout un écosystème aussi pour attirer des jeunes talents dans son usine, dans son entreprise. Il faut peut-être qu'il y ait plus d'écoles, d'appartements à louer ou à acheter, des transports. C'est ça aussi, vous pensez qu'on n'en fait pas assez, ou vous pensez qu'on est dans la bonne voie, mais il faut passer à la vitesse supérieure? Stéphanie? Moi, je pense que c'est la plus belle année pour attirer les talents. On a aujourd'hui la compétition des métiers, les World Skills qui ont lieu cette année. À Lyon. Je pense que c'est important de le souligner, à Lyon. On a des talents qui ont une maîtrise mathématique, physique, technique, technologique qui est très, très compétitive. On pense qu'ils vont gagner. On veut qu'ils gagnent et on sera là pour les soutenir pour gagner. Nous, avec notre matériel, avec nos technologies, avec le savoir. Et on est impressionnés de ce qu'ils sont déjà capables de faire aujourd'hui. Donc s'il y a une année où, en fait, il faut vraiment se lancer dans cette réindustrialisation et capitaliser sur les investissements qui ont été faits, quand même un plan de 54 milliards d'euros qui a été posé, France 2030, dont on espère récolter les fruits, et on est déjà en train de les récolter. Ouais. Donc ça, c'est important. C'est l'année des Jeux Olympiques, on est là pour parler de sport. C'est l'année des Jeux Olympiques, il y a quelque chose d'émotionnel derrière cela. Donc ramener la filière aujourd'hui du sport stratégiquement en France, couplée avec ces technologies, couplée avec ces innovations jusqu'à l'IA. Parce que Gilles, quand tu parles d'usines aux États-Unis, moi j'ai envie de te répondre en te disant que j'aimerais te suivre dans ces projets-là pour pouvoir connecter ces usines. Voilà, les rendre encore je sais très bien que tu vas nous suivre. Le deal est fait. Luc, c'est l'année. C'est la plus belle année, c'est le Golden Year. Je pense que c'est important de montrer que la réindustrialisation, elle est possible, mais elle est très différente de l'industrie qu'on a délocalisée en Asie, que c'est des projets qui sont magnifiques, qui sont extraordinaires et qui sont une source d'épanouissement pour plein de talents. Et c'est aussi il y a une innovation dans les produits, une innovation dans les technologies, dans le modèle industriel. Il y a aussi une innovation sociétale dans la manière dont ces entreprises se développent. Et je pense qu'il y a plein d'avenir devant nous et le potentiel est énorme. Aurélie? Et les gens ont besoin, sortis de crise, d'avoir les yeux qui pétillent. Moi, je vous dis que chez nous, chez Millet et chez La Fuma, on est vraiment très heureux d'accompagner ce projet. Les plus jeunes, les collaborateurs les plus jeunes ont vraiment les yeux qui pétillent et veulent aller vraiment de plus en plus vers ça. Donc, pour pouvoir dire, bah oui, nous, on l'a fait, on y croit et on veut continuer. Et ça donne un sens aux valeurs. Gilles, le mot de la fin, c'est l'année de tous les records. Allez, un mot positif. C'est dur. Vous savez, on est dans un pays où quand on a des projets, on est aidé. On est aidé, il y a des organismes comme la BPI qui sont là, ils nous aident. Moi, au capital, j'ai la BPI. J'ai la BPI qui nous aide sur l'innovation. On a la chance d'avoir des organismes comme ça qui relaient énormément les projets, qui entraînent d'autres banques, qui permettent de financer les projets. Cette année, nous, si on parle on est très satisfaits, on est fiers et on a été reconnaissants. On a eu la visite du président de la République dans notre usine. C'est quand même pas tous les jours. Moi, j'ai déjà un passé industriel assez important. C'est la première fois que ça m'arrive. Et on est parti from scratch il y a 3 ans, donc ça fait plaisir. On a été élu usine de l'année. C'est quand même pas mal, par l'usine nouvelle. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que le quotidien, il est dur.
parce qu'il y a des dérapages. On a dérapé 1 an sur le ramp-up de production, on a bouffé 2 millions. Ça va vite, très très vite. Donc on a de l'ambition, on a de la volonté, on est aidé. Mais au final, quand on voit tout ça, c'est pas toujours suffisant. Il faut encore plus. On est French Tech 2030, mais il faudrait encore plus d'accompagnement, bien qu'on en a déjà beaucoup, pour être capable de renverser la table à une échelle européenne. Moi, ma stratégie, mon ambition, c'est qu'on devienne numéro 1 européen de la chaussure de sport. J'ai pas fait tout ça pour avoir une usine pilote en Ardèche. Je crache pas sur l'Ardèche, c'est mon territoire. Mais ça m'excite pas. Ce que je veux, c'est être numéro 1 européen de la chaussure de sport. Eh bien, on prend rendez-vous et c'est une belle ambition. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Stéphanie. Merci, Luc. Et merci, Aurélie.